Salut les amis, c'est Greg alias GTech FPV de la team Taras. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, une grande série de tutos. Je suis enfin en vacances, va falloir que j'aille chez le coiffeur. J'ai pas mal de choses à faire, mais plusieurs d'entre vous ont des soucis, se lancent dans l'aventure FR Sky avec des QX7, des radios QX7, des X9D, X9D+, plein de choses. Souvent vous venez de Fly Sky ou d'autres choses et du coup l'univers FR Sky est assez étrange pour vous. L'idée est de vous faire plusieurs vidéos pour vous expliquer le principe de fonctionnement de tout ce FR Sky qui n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a compris le principe. Il suffit juste que quelqu'un en général, c'est plus facile quand quelqu'un nous explique un petit peu la voie qu'il faut suivre et surtout le pourquoi du comment. Donc, on va se lancer donc dans une série de tutos. Je suis en vacances, je vais essayer d'en faire un maximum là pendant ces semaines qui arrivent. L'idée est d'y aller étape par étape. On part de zéro. C'est-à-dire qu'on va faire une première vidéo avec le principe de fonctionnement des FR Sky, de la radio jusqu'à l'AFC, en passant par l'émetteur, les XJT, tout ça, UE, non UE. On va voir un petit peu tout ça. Et aussi, donc, on va voir tout de A à Z. C'est-à-dire, on va prendre les deux radios les plus connues, X7 et X9. On va regarder comment on trouve le firmware, on va regarder comment on les met à jour, on va regarder comment on met à jour le firmware du XJT de l'émetteur interne, on va regarder comment on crée un modèle, comment on fait pour créer des voix, comment on fait pour créer un logo, comment on fait pour insérer tout ça dans la radio, comment on fait pour faire tous les réglages concernant nos drone racers. On va essayer d'y aller étape par étape. Je vais le faire en plusieurs vidéos, sinon ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous servira. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me donnant à la limite des choses que vous aimeriez qu'on aborde. Ça peut peut-être me faire penser à des choses que j'ai oubliées, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous suivrez toute cette petite série de vidéos et puis on se voit très très rapidement. Donc comme promis, aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui concerne FR Sky. Grosso modo, j'ai eu pas mal de demandes concernant des tutos pour vous aider à utiliser donc vos nouvelles radios, tous ceux qui ont reçu leur Taranis QX7 principalement, mais on va aussi parler du coup de l'origine, la Taranis X9D et de tous les récepteurs qui les entourent. On va essayer de voir tout étape par étape. Cette première vidéo, tout simplement, va servir à faire le point très schématiquement. C'est-à-dire qu'on va voir à peu près les principes de fonctionnement pour vous expliquer simplement comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plein de choses dont je vais parler qui vont être très schématisées. Parfois, pour ceux qui sont un peu pointus, qui connaissent bien, ce ne sera pas exactement les bons termes, mais le but c'est que tout le monde comprenne. Donc le but est simplement de schématiser pour que tout le monde comprenne. Donc c'est très simple. On va commencer par le matériel. Et le matériel, la première étape, c'est les émetteurs. Les émetteurs, donc c'est tout simplement la radio. Aujourd'hui, chez FR Sky, il existe plusieurs modèles de radio, mais celles qui nous intéressent principalement, celles qui sont les plus abordables, entre guillemets, sont la toute première en termes de prix, la QX7, et sa grande sœur, la Taranis X9D+. Avant, il existait la Taranis X9D tout court, qui n'existe plus à la vente. Maintenant, c'est le modèle Plus, avec le petit mot Plus qui est ajouté. Ces deux radios ont été déclinées dans des versions un peu spéciales.
Donc pour la X9D+, il y a la X9D+ SE Special Edition, donc qui a une petite coque un peu jolie carbone. Il existe aussi des coques avec des couleurs flashy, plein de choses. Mais en plus de ça, il y a quelques petites améliorations, notamment, enfin principalement, sur les gimbals, c'est-à-dire les sticks. Donc voilà, la version spéciale édition est livrée directement avec des sticks qui sont les nouveaux gimbals effet Hall. Alors il me semble que c'est une histoire d'effet sans contact. A priori, il serait plus précis et plus sensible. Il existe dans la spéciale édition, il y a les gimbals M9, il me semble-t-il, qui sont aussi vendus séparément pour pouvoir les installer dans la Taranis X9D+, pour ceux qui n'ont pas envie de vendre leur X9D+, pour acheter la SE à la place. Donc il y a d'autres petites choses, je crois que l'antenne est détachable par rapport à la X9D+, qui ne l'était pas, enfin, des petits détails à droite à gauche. Ils ont également sorti un gimbal M9R qui est la même chose, effet Hall, mais avec une course réduite. C'est pour ceux qui n'aiment pas aller dans les extrêmes du gimbal. Pour la QX7, donc qui est l'une des moins chères et qui a largement toutes les fonctions dont on a besoin pour notre activité du drone racer. Ils ont sorti donc une version spéciale aussi, QX7S, avec donc une coque pareille, personnalisée, carbone, bleu, enfin il y a plein de choses. Et donc les gimbals, donc cette fois-ci pour la QX7, c'est les M7 à effet Hall, toujours pareil, effet sans, il me semble que c'est sans contact, mais je suis pas sûr, faudra se renseigner un peu plus, qui sont plus précis et qui sont plus sensibles. Voilà, déjà livré avec la QX7S. Si on a déjà la QX7, il suffit d'acheter les M7 séparément et de les installer à l'intérieur. J'ai déjà fait un tuto vidéo concernant cette modification de la QX7 pour la transformer entre guillemets en QX7S approximativement, puisqu'en plus tout ce qui change, enfin dans les choses principales qui changent entre la QX7 et la QX7S, c'est les gimbals, donc effet Hall, et le fait qu'il y ait une batterie. C'est-à-dire que dans la X9D+, et la spéciale édition, il y a une batterie rechargeable avec un chargeur qui vient se plugger dans la radio. Dans ces deux versions. Dans la QX7, c'est un bac à piles pour des piles classiques, donc soit on peut mettre des piles rechargeables, on fait ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de connecteur de charge, c'est-à-dire que les piles rechargeables, il faudra les enlever de la radio pour les recharger. Dans la QX7S, il y a une batterie livrée avec un chargeur pour pouvoir charger directement la batterie. J'ai fait une petite vidéo, pour la QX7 pour remplacer donc les gimbals d'origine par les M7 et aussi pour remplacer donc les piles par une simple LiPo 2S qu'on pourra charger avec tous nos chargeurs de LiPo tout à fait classiques. Voilà, ça j'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc voilà, je vais pas m'étaler plus que ça là-dessus. Ensuite, concernant à l'arrière de tous ces modèles, que ce soit les X9D+, QX7 et tout ça, on a une petite trappe qu'on peut ouvrir dans laquelle on peut mettre des modules de transmission, c'est-à-dire que tous ces modèles là sont en transmission, ce qu'on appelle XJT, qui émettent donc pour les modèles de récepteurs FrSky, mais on peut y clipser derrière un module d'une autre marque. Si par exemple on veut émettre en Spectrum ou en autre, il suffit d'acheter le petit module qu'on vient clipser à l'arrière et ça nous permettra d'utiliser la même radio pour émettre également sur du Spectrum ou d'autres marques. Notamment le plus utilisé la plupart du temps nous concernant, c'est pour du long range, c'est-à-dire pour aller très 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 loin, parce que les récepteurs FrSky classiques ont une portée entre 100 et 500 mètres approximativement,
La marque TBS a sorti 2 modèles de Crossfire. Il y a le Crossfire classique et le Crossfire Micro qui vont sur plusieurs kilomètres, me semble-t-il. Ça, je vous expliquerai pas tout de suite parce que c'est pas vraiment dédié pour l'instant aux débutants. Voilà. On va passer donc ensuite aux récepteurs. Les récepteurs, en fait, il en existe plusieurs. Nous concernant pour les drone racers, on a 4 modèles qui sont entre guillemets les plus utilisés. Le premier, le plus connu, c'est le fameux X4R SB. SB pour S-Bus. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard sur la partie d'après. C'est le langage entre le récepteur et la FC. Donc ce X4RSB, il est dans un petit carton comme ça avec des pins connexion rapide. La plupart du temps, on le trouve trop gros parce que donc forcément nos modèles sont de plus en plus petits et du coup il est souvent trop gros. Donc ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va enlever le carton et dessouder toutes les pins pour se retrouver comme ceci là, c'est-à-dire avec comment expliquer, avec on n'a plus le carton et les pins, on viendra directement souder les 3 fils dont on a besoin directement sur le récepteur, ce qui nous permet de mettre une gaine thermo autour et de réduire au minimum la taille. Les avantages de ce X4RSB, c'est que les antennes sont détachables et qu'il a une portée relativement importante. Une portée en termes de mètres, c'est-à-dire que celui-ci va plus s'approcher des 300-500 mètres à peu près. Il existe 2 générations. Les premiers X4RSB qui ont été vendus avec des connecteurs très très gros qu'on a du mal à trouver maintenant. Ceux qui sont vendus maintenant sont vendus avec les fameux connecteurs UFL classiques qu'on peut trouver du coup dans tous les magasins. Ça permet quand il y a une antenne, une des 2 antennes qui passe dans une hélice, de pouvoir les changer. Ces antennes, il y en a 2, c'est pas pour du diversity, donc le diversity c'est on a 2 fois le même signal et on prend le meilleur des 2. Là c'est pas le cas, là on a le signal de la radio et sur l'autre antenne on a le signal de la télémétrie. Donc il y en a un qui réceptionne les informations de la radio et l'autre qui émet les informations qui viendront de l'AFC pour l'envoyer à la radio, pour que la radio récupère des informations qui viennent de l'AFC, comme le voltage de la batterie et autres. Chez FrSky, il y a une petite particularité, c'est que tous les signaux qui sortent, que ce soit le S-Bus, donc le signal pour nos commandes, ou le SmartPort, le signal pour la télémétrie, tout ce qui sort classiquement des connecteurs ici, donc des pinoches ici et le SmartPort ici sur le côté, sur le petit connecteur, tout ce qui en sort est inversé. C'est-à-dire que le signal, quand le signal classique, par exemple, comme c'est des 1 et des 0, le S-Bus c'est du numérique, quand le signal est à 1, en fait lui est à 0, enfin tout est inversé. Sur les FC ont l'habitude de traiter le signal en non inversé, en classique. Comme beaucoup de monde travaille avec FrSky, la plupart des FC sur les entrées S-Bus, donc le signal concernant nos commandes, il y a un inverseur, il y a un petit composant à l'intérieur. Quand on vient souder son S-Bus dans l'entrée S-Bus, juste après, il y a un petit composant inverseur qui va inverser avant que le signal soit traité par la carte. Cet inverseur-là existe sur toutes les FC quasiment sur les entrées S-Bus, mais par exemple pour la télémétrie, on va brancher donc sur un autre port de la FC, et ben souvent sur les dernières cartes, sur relativement les F4, F7 et autres, les inverseurs, comme c'est des composants qui prennent un peu de place, ont été enlevés et du coup le signal ne peut pas être inversé et donc traité par la FC. Pour cela, on va devoir donc récupérer le signal qui nous intéresse, donc soit le S-Bus, soit la télémétrie, peu importe.
voilà le signal qui nous intéresse en non inversé. C'est-à-dire que en fait, on va être obligé de venir souder un petit fil ici, à des endroits très précis, qui vont nous permettre de récupérer donc ici, par exemple à cet endroit, le S-bus non inversé, ce qui en général est pas utile puisqu'il y a toujours la plupart du temps, il y a un inverseur sur l'entrée S-bus, mais par contre, c'est pas le cas pour la télémétrie souvent. Donc du coup, on va venir récupérer ici le signal de télémétrie non inversé qui va pouvoir être traité directement par la FC. Voilà. Nous avons aussi donc un autre récepteur qui s'appelle le XSR, qui est donc déjà lui tout fin. Il n'a pas de carton, pas de pin, il a un connecteur rapide directement. Ce connecteur sort donc le S-bus et alors il sort aussi du CPPM, ça on va voir après ce que c'est. S-bus ou CPPM et le smart port, le fameux truc de télémétrie, le signal de télémétrie. Tout sur le connecteur rapide. Le souci est toujours le même, c'est que si on veut récupérer la télémétrie en non inversé pour les FC qui n'ont pas d'inverseur sur leur UART, leur port UART, et ben on va être obligé de venir souder un petit fil ici sur cette partie-là pour avoir notre télémétrie non inversée, et sur cette partie-là, si jamais vous avez besoin, le S-bus non inversé. Ça c'est de l'autre côté de la carte. Pour un problème de taille, ils ont sorti FrSky un récepteur qui s'appelle le XM+, donc qui permettait d'avoir donc un récepteur qui est extrêmement petit pour pouvoir l'entrer notamment dans les 3 pouces et moins. Ce récepteur avait le désavantage de ne pas avoir la télémétrie. La télémétrie, donc ça nous sert à avoir un retour d'information de la FC, donc du contrôleur de vol, vers la radio, pour que la radio puisse récupérer le voltage et discuter avec la FC pour changer les PID, changer plein de choses si besoin est. Ce XM+, n'en est pas équipé. Il a seulement, depuis la dernière mise à jour, sur le canal 16 du S-bus, on va pouvoir récupérer le RSSI pour l'afficher dans nos OSD. Le RSSI, c'est un peu comme les antennes du téléphone portable. Quand on a 2 barres, 3 barres, c'est un peu la même chose. C'est la qualité de réception entre le récepteur et la radio. À ce moment-là, ça veut dire que on peut l'afficher en pourcentage par exemple, et on connaîtra du coup la qualité de réception entre notre récepteur et notre radio, ce qui nous permet de savoir quand on est trop loin qu'il va bientôt falloir revenir, sinon on va bientôt perdre la réception. Donc ce petit XM+, est doté du RSSI sur le canal 16, donc ça va quand même nous permettre d'avoir la qualité de réception affichée dans notre OSD. L'OSD, c'est ce qu'on affiche sur nos écrans, dans nos lunettes. Mais par contre, il ne pourra pas contrôler ou changer des choses dans l'AFC, comme les PID ou d'autres réglages, parce qu'il ne peut pas communiquer avec la radio, tout simplement. Pour parer à ça, parce que du coup on l'avait sur ces 2 précédents modèles, ils ont sorti dernièrement le RXSR, tout simplement, qui est encore plus petit que le XSR, car il fait quasiment la même taille que le XM+, mais cette fois-ci avec le smart port, donc la télémétrie. Donc en gros, le X4RSB, l'avantage c'était une plus grande portée et des antennes qui pouvaient se changer. Le XSR, c'était, là on avait des antennes soudées, donc pour les changer c'était un peu plus compliqué, c'est faisable, mais c'est un peu plus chiant. Mais par contre, il était déjà tout près, tout petit, assez plat. Et donc pour faire encore plus petit, on a le XM+ et le RXSR, un qui a de la télémétrie, le RXSR, et le XM+ qui n'a pas de télémétrie. Voilà, grosso modo. Et il me semble que le RXSR, donc il a la taille du XM+, donc il a un peu tout, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est petit, les antennes se changent, et on a la télémétrie. Le seul avantage qu'on a à avoir le X4R par rapport au RXSR, c'est la portée. Il paraît que la portée du X4R SB est plus grande, on peut aller plus loin
qu'avec le RXSR. Honnêtement, pour tous les vols classiques qu'on fait, le RXSR suffit largement en termes de portée. Et la dernière partie, c'est le principe de fonctionnement de tout le principe FrSky. En gros, on a la radio. Dans cette radio, il faudrait comprendre qu'en fait, dedans, on a deux parties. On a la partie logicielle, qui est le firmware de la radio, donc qui est basé sur OpenTX, qui est le logiciel de la radio. Et d'ailleurs, dans la radio, on va pouvoir voir la version de ce firmware qu'il y a dans la radio. Donc le firmware, il contient les images, les modèles, il contient la langue, plein de choses. Et on a une deuxième partie qui est l'émetteur. Donc c'est ce qui va émettre tout ce que le logiciel fait, ça va l'émettre au récepteur. Et donc, concernant ce module interne d'émission, qu'ils appellent le XJT, il a un firmware lui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans une seule radio, vous avez bien deux firmwares à mettre à jour en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, il y a le firmware de la radio qui va être tout l'aspect logiciel, et il y a le firmware de l'émetteur qui, lui, va vous dire dans quel langage il va communiquer avec les récepteurs. Le piège, souvent, il existe aujourd'hui chez FrSky deux langages. Il y a le EULBT, donc pour tout ce qui est en Union européenne, et le non européen. La différence entre les deux, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que du coup, vu que c'est destiné aux débutants, dans le EU, avant d'émettre, il va regarder ce qu'il y a autour de lui et se mettre là où il y a de la place, en gros. Donc du coup, forcément, ça prend un petit peu plus de temps et du coup, c'est un petit peu plus... alors je sais pas, il paraît qu'il y a moins de portée avec le EULBT. Le non-EU, le système de communication en non-EU, donc non européen, lui, a priori, il tabase. C'est-à-dire, il envoie sans réfléchir et donc, a priori, il y a un peu plus de portée. J'ai pas pu vérifier vraiment ça puisque moi je suis en EULBT puisque tous les magasins français et la plupart des magasins même chinois chez lesquels je commande m'envoient des radios et des récepteurs qui sont déjà en firmware EULBT. La seule chose à savoir, c'est que il faut que les deux, donc que ce soit la radio, donc le XJT interne et le récepteur soit sous le même protocole, que ce soit EULBT ou non EU, peu importe, mais il faut que quand la radio, enfin le XJT interne, l'émetteur interne est en EULBT, le récepteur soit aussi en firmware EULBT. S'il est en non EU sur la radio, il faut aussi que le récepteur soit en non EU. Pas de panique, si l'un ou l'autre, par exemple si j'ai la radio en EULBT et le récepteur en non EU, je vais pas réussir à binder, c'est-à-dire binder c'est le fameux truc qu'il faut faire pour appairer les deux modules. Donc ça va pas vouloir binder, donc la seule chose à faire tout simplement c'est soit changer l'un soit changer l'autre, mais le tout c'est que les deux soient au même protocole EULBT ou non EU, peu importe. Donc on verra ensemble lors de prochaines vidéos. J'ai déjà fait une vidéo donc qui expliquait comment flasher les récepteurs donc en EULBT ou non EU, et on fera une vidéo donc pour faire voir comment on flash le XJT interne de la radio en non EU ou en EULBT, peu importe. Voilà. Une fois qu'on est arrivé au récepteur, donc j'ai ma radio qui est gérée par le logiciel, qui envoie via le XJT au récepteur. Une fois que c'est réceptionné par le récepteur, on a vu qu'il y avait plein de récepteurs différents. Il existe plusieurs langages de communication qui vont aller entre le récepteur et la FC. C'est très très simple. Il y a le premier protocole vieux de l'ancien modélisme qui s'appelle le PWM. Vous savez, c'est celui où
on est obligé d'avoir un câble par canal. Donc CH1, il y a un câble avec 3 fils, donc le plus, le moins et le signal. Ensuite CH2, donc le canal 2, pareil, à nouveau un câble avec 3 fils, CH3, et donc plus on avait de channels, parce que par exemple on avait besoin de 8 channels, on était obligé d'avoir 8 câbles de 3 fils, quoi. Et c'était trop gros pour nos modèles à nous en tout cas. Donc ils ont inventé le deuxième protocole qui s'appelle le CPPM, qui tout simplement permet de réunir tous les canaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et plus. Je crois que le CPPM s'arrête à 8, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais il faudra vérifier. Tout ça en multiplexé, c'est-à-dire qu'on intègre tout ça dans un seul câble à 3 fils. Donc ça c'était plutôt pratique, et par contre donc c'est le PWM, pardon, c'était un signal analogique, le CPPM c'est toujours un signal analogique mais on réunit tous les câbles dans un seul câble de 3 fils. Et on a un autre protocole, un nouveau protocole, celui qu'on utilise la plupart d'entre nous tous, c'est le fameux S-Bus, qui lui est aussi un signal multiplexé, mais cette fois-ci numérique, donc qui est a priori plus rapide que le CPPM, plus rapide et du coup a priori plus précis, il me semble. Donc voilà, donc ça veut dire que sur votre FC c'est pareil, entre votre FC et le récepteur. Si vous avez un récepteur en S-Bus, il faut le brancher sur l'entrée S-Bus de votre FC, et dans votre logiciel Betaflight, Traceflight ou autre, il faudra bien paramétrer ça en S-Bus. Si vous êtes en PPM, il faudra bien avoir un récepteur qui fait du PPM, récupérer le signal PPM et le mettre dans une entrée PPM de votre carte et programmer votre logiciel avec en entrée PPM. Entre le récepteur et la carte de vol, on a d'autres signaux en plus du signal des commandes, donc des channels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 16 même si on veut. On a d'autres signaux qu'on peut brancher, c'est le fameux signal de la télémétrie, qui chez FrSky souvent s'appelle SmartPort. Ce signal de télémétrie va rentrer donc sur un des UART de la carte de vol, c'est-à-dire que nous, donc la plupart du temps, on a les channels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en S-Bus qui rentrent sur un des UART identifiés S-Bus. Donc par exemple, sur les cartes de vol Hobby-Wing, c'est le UART 1 pour le S-Bus. Et la télémétrie, du coup, je peux le rentrer dans le UART 3, UART 6, un qui est disponible. C'est indiqué donc sur les schémas de cartes. Et donc dans mon logiciel, j'indiquerai que j'ai de la télémétrie sur le UART 6 par exemple, et en SmartPort, ou en FrSky, enfin en ce qu'on veut. À quoi sert ce signal de télémétrie? Ce signal de télémétrie va permettre d'avoir les informations qu'on a dans la FC, par exemple le voltage, les PID et autres, vont être renvoyées au récepteur, et ce récepteur va renvoyer ces informations à la radio, qui nous permettra soit de l'afficher, soit de nous déclencher des alertes, ou carrément sur l'écran de régler les PID et autres. Voilà, on a fait un petit tour très schématique du fonctionnement FrSky. Je referai des vidéos donc pour voir les détails, c'est-à-dire par exemple on va ouvrir des radios, on va regarder comment on fait pour trouver la version du firmware, comment on fait pour la mettre à jour, comment on fait pour flasher le XJT interne, l'émetteur interne en EU-LBT et en non-EU, l'un ou l'autre. Ensuite, on verra comment on crée un modèle, comment on fait pour binder. On verra étape par étape pour vous apprendre à utiliser les radios, sachant que les radios X7 et les radios X9D ont le même, ils travaillent tous les deux sur OpenTX, donc on est l'une ou l'autre, le principe de fonctionnement sera le même. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un peu les choses, et je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite.